Bien, chapitre un peu particulier qui est le dernier chapitre effectivement d'algorithmique. D'accord, on était dans une grande partie. Alors je sais plus comment j'ai foutu ça. C'est un chapitre algorithmique avec des grand 1, c'est ça. J'avais un grand 3 méthode de tri ou un truc comme ça. Oui. Allez, racontez-moi le plan. Et grand 5 méthode de tri, je suppose. Ça, ok. Donc grand 6, si je ne me trompe pas, c'est le dernier. Alors, c'est pas tout à fait le dernier, c'est l'avant-dernier parce que vous allez explorer pendant les vacances un truc qu'on appelle les algorithmes gloutons qui ne méritent pas un cours, mais qu'il faut avoir croisé une fois dans sa vie. Voilà. Représentation des nombres. Alors, en fait, c'est un peu dommage parce que ce chapitre, je le trouve à la fois très intéressant et très restrictif. Il est restrictif parce qu'en fait, on pourrait, et c'est l'introduction que je vais faire avec vous, on pourrait en fait littéralement parler de représentation des données. Donc, je vous fais un peu un cadre général. Les premières machines à représentation de données, c'est les métiers à tisser au début du 19e siècle. D'accord ? Vous avez littéralement une machine qui vous raconte si le vaisseau doit circuler d'un côté à l'autre et si vous devez inverser la trame ou pas. Je ne sais pas si vous savez comment on fait pour tisser. En général, vous avez une trame composée d'un réseau de fils comme ça. Vous passez un fil au milieu, vous vous inversez, vous repassez un fil dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on fait le boulot, etc., etc. Alors vous connaissez probablement pas ça. Par contre, un truc que vous connaissez probablement beaucoup mieux, c'est les pianos mécaniques. Où, grosso modo, vous avez un trou en face de chaque touche. Et quand il y a un trou, bing, ça joue, d'accord ? La version compacte de ça étant la boîte à musique, d'accord, qui vous raconte ça. Ce que tout ça, ça vous raconte, c'est que globalement, en fait, les machines ont toujours été structurées d'une façon suivante. On a en fait un système à deux états. Est-ce que ça clique ou est-ce que ça clique pas ? D'accord ? C'est extrêmement simple, globalement, de représenter les choses là-dessus. Et en fait, toutes les machines aujourd'hui stockent, quoi qu'il arrive, toutes les données sans aucune forme de problème sur les systèmes physiques à deux états. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les disques durs, c'est globalement, est-ce que le spin est up ou le spin est down sur des domaines magnétiques. En ce qui concerne les SSD, c'est est-ce que le transistor il est bloqué par un électron ou est-ce qu'il n'est pas bloqué par un électron, d'accord, etc., etc. Donc, ceci fondre en fait, donc ça c'est la base. Une fois qu'on a compris ça, alors c'est très compliqué à lire par contre pour un être humain, d'accord, vous ne lisez pas un disque dur, ça ne marche pas. Par contre, pour se représenter cette histoire, on a donc une façon de représenter ça qui est simplement de dire ces deux états, on va les représenter par deux symboles. Et la façon la plus simple de représenter deux états, c'est d'utiliser le symbole 0 et le symbole 1. Ce qui est très trompeur. En général, en physiquement, c'est plutôt moins 1 ou 1. Mais c'est vrai que ouvert-fermé, c'est 0 ou 1 dans cette histoire-là, etc., etc. Donc, pour ça et ceux que ça intéresse, l'intégralité de la communication entre un ordinateur et un processeur, c'est justement des floppés de ouvert-fermé, fermé-ouvert. Voilà. Et en fait, le codage en dur, c'est comment est-ce qu'on code une addition uniquement avec ouvert-fermé, des interrupteurs ouverts et des interrupteurs fermés. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que... Je t'écoute, Samy. Quand on te dit qu'un processeur, il est à, je sais pas, 1 GHz par exemple, ça signifie qu'il est capable de traiter 10,9 ouvert-fermé par seconde. 10 puissance 9, pardon. 10 puissance 9. Le virgule était... je me suis trompé de caractère. Oui. Ça veut dire parce qu'il y a 10 puissance 9 ouvert par. C'est ça, exactement. Il est capable de traiter ça. Voilà. Est-ce que ça fait vraiment ouvert fermé dans la vraie vie ? Alors, en fait, les transistors font charger, décharger dans la vraie vie. Okay. Tout à fait. C'est ça dont on parle. Voilà. Et en gros, la puissance d'un ordinateur, c'est pas très compliqué, c'est le nombre de transistors que tu es capable de foutre au centimètre carré et tout en étant capable d'évacuer la chaleur associée au processus. Voilà. Ouais. Eh ben on va voir, j'ai un cours là qui arrive. Arrêtez de spoiler la fin s'il vous plaît, merci. Je t'écoute. Non, c'est 10 puissance 9, instruction du type fais ça, fais ça. C'est une action. C'est ça. La fréquence de traitement, la fréquence d'horloge, c'est ça. Donc, en termes d'introduction, c'est que toute donnée, et donc il y a toute donnée est codée, est stockée. C'est ça qui m'intéresse. Stockée en dur par un système à deux états.
Pour le rendre lisible à les êtres humains, on choisit une convention qui est de représenter un des deux états par 0 et un autre état par 1. D'accord ? Un être humain, on représente ces états par... En général, on met une petite case autour, mais ce n'est pas une obligation. 0 ou 1. Voilà l'idée. D'accord ? Alors, en termes de vocabulaire, c'est pas extrêmement compliqué. Une case qui contient un état comme ça élémentaire s'appelle un bit. Une case contenant un état élémentaire s'appelle un bit. Bit. Comme ça. Voilà. Oui. Ouvert fermé, du coup, je n'ai pas trop compris, c'est genre un électron qui. Alors, ça dépend. C'est pas ouvert fermé, c'est deux états. Donc, pour une boîte à musique, par exemple, c'est le petit picot. Est-ce qu'il y a un picot? Est-ce qu'il y a pas de picot? Ping, ping. Pour un disque dur, c'est spin up, spin down. C'est une orientation de l'aimantation. Pour un transistor, c'est littéralement ouvert fermé. En fait, un transistor, c'est un tripôle. D'accord? Ou qu'en fait, grosso modo, c'est un interrupteur que tu commandes avec une tension. Ou plutôt une intensité, plus exactement. S'il y a de l'intensité dedans, ça ouvre le transistor. S'il n'y en a pas, ça ferme le transistor. Donc, grosso modo, tu charges en fait cette partie-là. Et si tu la charges, le courant passe plus. Et si tu la charges pas, le courant passe. Voilà. Oui. C'est pour rendre accessible à l'élément. Lisible. Ceci, pour rendre ceci lisible. Oui. C'est pas un condensateur. Une chargée, c'est une charge. Rien à voir avec un condensateur. Hop là. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Donc grosso modo, en fait, n'importe quelle donnée va donc se représenter pour un être humain comme une succession de 0 et de 1. D'accord? N'importe quelle donnée va donc être visualisable. D'accord? Le mot visualisable est important. Il n'y a pas de 0 et de 1 dans votre disque dur. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Il y a des trucs physiques. Par une succession de 0 et de 1. Voilà. C'est juste ça. Oui? Une case. C'est juste une petite case, tranquille. Voilà, d'accord. Deux choses importantes dans cette histoire. La taille de cette donnée, c'est donc littéralement le nombre de bits qui sont consacrés au stockage de cette donnée. Deuxième chose, il n'existe pas de sens a priori des données. Si je vous montre une succession de 0 et de 1, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Autrement dit, vous devez savoir... Alors, l'analogie la meilleure, c'est la chose suivante. Il faut imaginer que toutes les langues du monde soient écrites avec deux caractères, 0 ou 1, et avant de lire, vous devez savoir dans quelle langue vous êtes en train de lire. Sinon, vous lisez, a priori, n'importe quoi. D'accord? Voilà. Alors, pour toutes celles et ceux qui maîtrisent plusieurs langues avec l'alphabet latin, d'accord? C'est exactement ça qui se passe. C'est le même alphabet, mais si vous ne savez pas que c'est de l'allemand, du néerlandais ou du français, et vous dites, ok, je traduis ça pleine balle, bah, vous allez lire en général des trucs qui n'ont pas de sens. D'accord? Voilà. Alors bien sûr, vous en tant qu'être humain, vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas. D'accord? Une machine va juste essayer le plus possible de traduire dans cette langue-là. D'où le fait que quand vous avez parfois essayé d'ouvrir, je suppose qu'un jour vous avez été bébé, et vous avez essayé d'ouvrir un PDF avec un Word dans l'espoir que ça marche, d'accord? Bah, ça marche pas. D'accord? C'est pas de conversion dans cette histoire. C'est juste un texte, voilà. Là, non, PDF avec Word, ça marche pas. Sans conversion, ça marche pas. Sans conversion. Si tu trouves un truc. Ah non, les entêtes éclatent tout. Si Word fait un process de conversion du PDF, ce qu'il va faire en interne, oui. S'il le lit comme un fichier Word, ça ne marche pas. Ça, je peux te le garantir. C'est juste que maintenant, quasiment tous les logiciels modernes ont un process de conversion interne qui fait vaguement le job, quitte à avoir des problèmes. D'accord? Non, sinon, non, je te jure que ça ne marche pas. Il n'y a aucune chance que ça fonctionne, en fait. Donc,
l'idée est la chose suivante, donc la taille de la donnée est le nombre de bits qu'elle occupe. Et deuxième chose, une séquence de données n'a aucun sens a priori. Il faut savoir le type que l'on code et que l'on représente. C'est probablement les deux trucs les plus importants dans cette histoire. Et de façon moins grave que le PDF et le Word, il vous est probablement déjà arrivé, surtout si vous écrivez en français, d'avoir un texte avec des accents. D'accord ? Puis tout d'un coup, en fait, vous l'ouvrez autrement, et tout d'un coup, les accents sont devenus... alors pour le « et » accent, je crois que c'est un copyright avec un A majuscule. Enfin voilà, il y a un truc extrêmement bizarre. D'accord ? Tout simplement, en fait, parce que ça, c'est ce qu'on parle. On parle d'encodage des caractères. Il y a le premier encodage, en général, vous allez travailler sous Windows, par exemple, qui encode les accents d'une façon donnée, et vous essayez de convertir ça en UTF-8, qui encode les caractères autrement, et ils essaient de lire en disant, bah ça doit être ça, et c'est pas ça. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Bien. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est une petite approche de ça, qui est la représentation des nombres. Autrement dit, comment est-ce qu'on stocke en dur les entiers d'abord, les entiers sans signe d'abord, les entiers positifs, d'accord, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser maintenant, mais on pourrait faire le stockage des images, le stockage des films, le stockage du texte, le stockage des caractères, enfin, ceci relève essentiellement de la même problématique. Donc petit 1, stockage des entiers non signés. Donc je vais appeler ça la problématique générale. Donc en gros, ce paragraphe-là est pas essentiellement pour présenter la représentation des entiers non signés, qui est en fait quelque chose de pas extrêmement compliqué, mais par contre de vous parler beaucoup plus généralement des théorèmes qui vont avec, etc., etc. Alors en fait, la première chose qu'on va voir, c'est que si vous faites une série de 0 et de 1... Oui, je t'écoute, Kenneth. Ben, c'est un nombre qui n'a pas de signe. Ben, s'il n'a pas de signe, il est positif. En gros, il pourrait être négatif. Tu pourrais juste dire que tu stockes sa valeur absolue par ailleurs. Encore une fois, ces représentations n'ont pas de sens a priori. Donc tu peux décider par exemple que tu vas stocker des nombres purement négatifs uniquement avec leur valeur absolue. C'est juste une représentation. C'est pas grave, en soi. Il n'y a rien de naturel dans cette histoire, c'est juste toi qui décides de la façon dont tu vas représenter ça. Oui, je t'écoute. Si aussi, mais c'est pour ça qu'il y aura un paragraphe 2. Voilà. Et même un paragraphe 3 après pour les flottants. L'idée est la chose suivante. Déjà, on va réviser un peu un certain nombre de choses sur les nombres. D'accord ? Voilà. Alors, première problématique. Donc, une donnée étant une succession de 0 et de 1. Vous remarquez que je mets étant alors qu'en fait, c'est pouvant être interprété par un être humain comme mais j'en ai marre. D'accord ? Donc, voilà, je fais des raccourcis. Étant une succession de 0 et de 1, en fait, on peut la lire comme un entier positif en base 2. Et c'est là où il va falloir qu'on revienne un peu sur des choses, parce que bien que vous soyez des scientifiques émérites, la notion de base n'est pas la notion la plus claire dans votre tête. Oui. Où ça ? Là. Après 1. On peut la lire comme un entier. J'ai écrit comment ? Je ne sais pas pourquoi. On peut la lire comme un entier positif en base 2. Alors pour vous, c'est quoi une base ? Ouais. Non, pas celle-là.
Et déjà, c'est voilà, ça c'est. C'est une manière d'énumérer les numériques. Alors effectivement, c'est pas mal. Alors déjà, on va faire deux, trois trucs de culture mathématique. Je profite de ce cours pour faire ça, d'accord, très discrètement. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Ouais. Ouais. C'est un chiffre, c'est un symbole. C'est un symbole, effectivement, d'accord. Est-ce qu'un chiffre peut être impair? Non, Non. c'est la quantité qu'il représente. Un nombre est impair, pas un chiffre. Donc déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde la différence entre les nombres et les chiffres? Non, 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 je sais que c'est pas clair. Hein. Arrêtez de dire oui, je sais que c'est faux. Polissiment. Le chiffre, c'est le symbole, et le nombre, c'est la quantité. Le chiffre, littéralement, c'est le... Que se passe-t-il? Ok, j'ai un petit souci de caméra, ce n'est pas grave. Je vais essayer de régler ça rapidement. Pendant que je fais ça, c'est tout flou en fait. J'ai perdu le focus. Donc on y va. Non, 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 c'est pas Adrien. Je pense qu'il y a eu un petit problème. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, non, mais ça marche pas. Bon, Ok, bon, je vais essayer de régler les deux choses en même temps et de répondre à la question. Ok, vous avez d'abord des quantités. On est d'accord là-dessus? Ces quantités, en fait, sont globalement des nombres, des choses abstraites. C'est une abstraction extrêmement forte de commencer à compter, a priori. Globalement, en fait, c'est, comment dire, il faut attendre un temps assez long dans l'histoire de l'humanité pour qu'on commence à compter. Globalement, on a des traces de comparaison de quantités vers moins 70 000 à peu près. Donc vous voyez que c'est tard déjà quand même globalement, et grosso modo c'est des encoches dans des bouts d'os et on compare et c'est à peu près la même chose. Voilà. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite on a commencé à vouloir écrire les nombres. Okay, mais écrire les nombres, c'est quelque chose de pas simple. Donc pour ça, il faut deux choses. Il vous faut un alphabet. Et cet alphabet, c'est ce qu'on appelle les chiffres. D'accord? La question, c'est de combien de lettres vous avez besoin. D'accord? De combien de lettres au sens de combien de chiffres, donc, vous avez besoin pour écrire tous les nombres. Et ça, en fait, ça dépend. Ça dépend de la base. En fait, par définition, la base, c'est le nombre de chiffres dont vous avez besoin. Il y en a une que vous avez apprise quand vous étiez petit, c'est la base 1. Ça, c'est la base 1. Vous avez besoin d'un symbole. Alors, dans la base 1, il y a un problème, mais pas de 0, puisque, d'accord, vous ne pouvez pas le représenter, celui-là. Et puis, dans une base 1, la taille d'un nombre, c'est exactement la valeur de ce nombre. Jusque-là, tout va bien. Vous et moi aussi par ailleurs, hein, avez l'habitude de compter en base 10. D'accord? C'est-à-dire que vous avez 10 chiffres de 0 jusqu'à 9. Et une fois que vous arrivez à 10, vous devez inventer un nouveau symbole. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Soit vous êtes avant le 5e siècle après Jésus-Christ, et à chaque fois que vous atteignez un paquet, vous inventez un nouveau symbole. Les Romains, qui n'étaient pas les pavants, qui lissaient les plus loin, ont un espèce de mélange dégueulasse de base 5 et de base 10. D'accord? Et donc globalement, à chaque fois qu'ils ont un paquet, ils inventent un nouveau symbole. 5, 10, 50, 100, 500. Vous voyez le merdier? En fait, je pense que bien sûr, vous savez toutes et tous lire les chiffres romains, je suppose, mais vous n'avez jamais vu le merdier que c'est. Par exemple, si je vous demande de poser, je ne sais pas moi, 103 plus 1001, enfin 1043, voilà, on va faire 1049, on va faire ça. Vous allez faire ça à la main. Vous avez appris ça quand vous étiez petit et petite, d'accord, en CE1. Celui-là, c'est 50, donc XL, non, LX, c'est l'autre sens, c'est LX, et 1X. Non, c'est l'autre sens, c'est ça, XL, non, parce que c'est 49. Vous pouvez faire aussi 1L, mais ça dépend des fois. Pour le coup, déjà, rien que ça
c'est merdique, effectivement. L'écran 1L aussi, j'ai avec ça pour me faire plaisir, en général, on écrit 1X et... Sincèrement, le bordel pour faire les additions là-dessus, d'accord? Ça, c'est juste impossible, d'accord? Alors, ça, c'est dégueulasse, globalement. Et en fait, ce que vous avez, vous, c'est un apport supplémentaire à la civilisation. Donc, bien sûr, on a d'autres bases. En fait, vous comptez avec d'autres bases que la base 10. Vous comptez avec la base 60 extrêmement régulièrement, qui est la base des Babyloniens, d'accord? Qui est la raison pour laquelle un cercle complet, ça fait 360 degrés, par exemple. Voilà, oui. Bah, oui, c'est en base 10 là-dessus, globalement. Voilà. Vous comptez aussi en base 24, qui a un accident historique complètement éclaté. Vous êtes d'accord? Vous comptez en base 24 quand même, de temps en temps. Comptez en base 7, qui est un des trucs les plus vieux qui soit. Ça va grosso modo un quart de lunaison, enfin un changement de phase dans la lunaison, d'accord? Qui est une fausse base 7, hein, c'est une base 7,5. C'est pour ça qu'on dit une semaine, 15 jours. Parce que 7 fois 2 égale 15. C'est bien connu. Voilà. Bah 15 jours, c'est une vraie réminiscence du fait que vous regardez une demi-lunaison dont la période vaut 29,53 jours. Et que donc, ça fait vagos 15, mais largement plus que 14 si vous arrondissez à la moitié. C'est plutôt 15 que 14, cette histoire. La Lune, c'est un vrai plaisir. Vous en avez plein des bases dans cette histoire. La base 2, c'est la même. D'accord? Mais vous avez un truc en plus. Vous avez ce qu'on a... Donc, par exemple, s'il y a des gens parmi vous qui font des langues orientales, hein, qui font du chinois, en fait, vous savez que en fait, les Chinois, ils ont une façon de manifester les multiples. Quand on base 10, par ailleurs, mais, par exemple, ils écrivent 10 comme ça. C'est un nouveau paquet. D'accord? Voilà. Traditionnellement, en fait, on fait ce genre de bêtises. D'accord? Sans, c'est ça. D'accord? Voilà. Etc., etc. Vous en avez d'autres. On invente des paquets. Les Égyptiens font exactement la même chose avec des multiples. Vous avez ça à peu près partout. Et c'est relativement chiant parce que vous savez que si vous voulez commencer à écrire des grands nombres, vous allez avoir des problèmes. Parce que vous avez besoin, en fait, de multiplier les symboles. Donc, soit vous avez la chance, comme les Babyloniens, d'avoir une base très grande. Donc, les gars, vous pouvez très vite aller écrire des grands nombres en utilisant des paquets très faibles, sachant par ailleurs que les Babyloniens ont une subdivision de la base 60 en base 20. D'accord? Même si, par ailleurs, dans la vie quotidienne, ils coûtent en base 12. Ils comptent comme ça, sur leur phalange. D'accord? Donc, mais sinon, vous avez un truc très pénible, et qui en plus rend très difficile les calculs. Je vous ai montré tout à l'heure avec la base romaine, faire des additions, c'est un cauchemar. D'accord? Et donc tout d'un coup, je t'écoute Samy. Du coup, les Chinois, c'est pas les. Si, parce qu'à un moment donné, tout le monde... Les Chinois qu'on en base 10. Mais ils ont des multiplicateurs qui ensuite sont tombés au profit effectivement de la façon indienne de faire le problème, et ensuite de la façon arabe de faire le problème. D'accord? Ils font comme tout le monde, globalement. Pas comme tout le monde. Je sais pas si c'est comme tout le monde, donc... Et donc, à un moment donné, au 5e siècle après Jésus-Christ, popularisé largement par les mathématiciens arabes, par ailleurs, on invente la notation en base 10 à position. Ça vous raconte un truc hyper important. C'est que quand vous écrivez 327, la position des chiffres dans son nombre, je sais que ça a l'air trivial pour vous, vous avez appris ça depuis tellement petit que globalement, c'est évident. Mais la position des chiffres dans un nombre a un sens. Vous n'êtes pas obligé, en fait. Si vous avez des symboles pour les multiplicateurs, vous pouvez dire que ça, c'est 2 dizaines, 7 unités, 3 centaines. Vous n'êtes absolument pas obligé de les mettre dans le bon ordre si vous avez des multiplicateurs. Vous êtes d'accord que ça, c'est vrai que c'est 2 dizaines, 7 unités et 3 centaines. Il y a des germanistes parmi vous? Ouais. Il y a des petites réminiscences de trucs à la con comme ça dans la façon dont les Allemands comptent. D'accord? Où les unités ne sont pas dans le bon sens par rapport aux Français. D'accord? Il y en a plein des réminiscences comme ça, de l'ordre à un moment donné qui s'est imposé de façon bizarroïde. Nous, à un moment donné, on a fini par inventer ça, qui est un truc par ailleurs vachement peu pratique. Je vous montre pourquoi. Là, vous lisez toutes et tous 327, on est d'accord? C'est quoi le nombre que je viens d'écrire? C'est quoi l'ordre de grandeur du nombre que je viens d'écrire? Vous ne savez pas en fait. Si vous n'avez pas la suite, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est hyper chiant. Vous ne pouvez pas le lire, sinon vous ne pouvez pas commencer à le lire. Parce que le 3 qui est là, vous ne savez pas si c'est 3000, 30 000, 300 000 en fonction du nombre de chiffres que j'ai mis ici. Sacha qui a triché, il l'a vu, d'accord? Voilà. Discrètement, voilà, on est d'accord? Voilà. J'ai enlevé le 8 très discrètement, c'est de magie. On est d'accord là-dessus parce que la position, elle est retournée à partir de... dans l'autre sens. On est clair là-dessus? Donc, ça fait partie des petits
des accidents historiques sur l'écriture des nombres. Je ne sais pas si c'est lié au fait que, grosso modo, quand les copistes latins ont commencé à lire de l'arabe, ils ne savaient pas en quel sens ça s'écrivait. La majorité de notre graphie vient de là, parce que, grosso modo, c'est des chiffres arabes ratés, parce qu'on ne sait pas les recopier. Des fois, c'était en colonne et on ne s'est pas rendu compte que c'était en colonne. Donc, c'est un peu dégueulasse, hein, de dire ça là, faut quand même. Ouais. Et quand on y a un chiffre, en fait, on va du petit au plus grand. Bah en fait, factuellement, on va reprendre sur cet exemple 3, voilà, ce truc-là. Donc, tout le monde est d'accord avec moi que ça, c'est 3274. Quand vous savez que c'est 3000? Parce qu'effectivement, en fait, vous partez dans ce sens-là. Alors, en fait, ça, c'est le résultat d'un calcul. Quand vous écrivez ça, vous faites la chose suivante. Vous commencez à numéroter les chiffres en fonction de leur position. Vous partez de 0 ici, vous partez de 1 ici, 2 et 3. On est d'accord là-dessus? Et vous dites que ça, c'est tout simplement 3 fois 10 puissance 3, plus 2 fois 10 puissance 2, plus 7 fois 10 puissance 1, plus 4 fois 10 puissance 0. Oui. Parce qu'on est par la droite. Non. Ok, tu regardes là-bas, s'il te plaît? Vas-y. Commence à lire ce nombre. Commence à lire ce nombre, s'il te plaît. 4 quoi? Bah, tu sais que c'est 1000, t'es sûr? Non, tu sais pas. Donc pour lire un nombre, vous commencez à lire par la droite. Et ensuite, vous lisez de gauche à droite. D'accord? Bah, et vous êtes obligé, parce que vous devez connaître la position, numéroter à partir de la droite. C'est dans le sens qui n'est pas le sens de lecture européen. Ouais. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de cette assertion. Non, les arabes disent de droite à gauche, ça c'est sûr. La question, c'est est-ce que dans les chiffres arabes, c'est orienté dans le bon sens ou pas? Je suis pas sûr que l'accident n'arrive pas dès le départ, parce qu'en général, on a quand même tendance à mettre les ordres de grandeur en premier. Donc ça, il faut que je vérifie. Donc je vérifie où est l'accident dans cette histoire, si c'est un choix ou si c'est un accident de copiste. Ça, je ne suis pas sûr. À vérifier. On est d'accord là-dessus, sur cette histoire, donc là... Alors ça, vous avez pris ça en CE1. Le fait, quand vous étiez petit et que vous découpiez en centaines, en unités, en dizaines, en fait, on était en train de vous expliquer l'écriture des nombres en base 10 à position. Alors, les choses qui m'intéressent dans cette histoire, c'est de revenir à un certain nombre de théorèmes relativement triviaux. D'accord? Qui sont un peu des rappels. Alors, je vais faire ces rappels en les illustrant en base 10 et on va les transposer ensuite en base 2. D'accord? Donc, déjà, une base B utilise combien de symboles? B symboles. Donc on va supposer pour les besoins de la cause que B est supérieur ou égal à 2, ce qui vous permet d'avoir un nombre absolument incroyable qui est le 0. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de 0, vous ne pouvez pas écrire 107. 107, vous ne pouvez pas. C'est 17 ou 1007 ou... Vous ne savez pas. D'accord? C'est très pénible. D'accord? Donc les Babyloniens retournaient leur stylet dans l'argile pour dire là il y a un trou, faites gaffe, les gens. C'est l'origine de la graphie du 0, par ailleurs. Mais voilà. Et fun fact, c'est une des raisons pour lesquelles dans certains textes militaires romains, ils donnent le nombre d'hommes, mais on ne sait pas. On ne sait pas si c'est 10 000 ou 100 000, parce qu'il n'y a pas de zéro, et parfois ils oublient aussi les compteurs, donc il y a des fois on ne sait pas. Voilà. Ça c'est la première chose. Alors ensuite on va voir. Vous êtes prêtes et prêts? Quel est le plus grand nombre à n chiffres que vous pouvez... Ah, pardon, on va faire des exemples. Quel est le plus grand nombre à 3 chiffres que vous pouvez écrire en base 10? Ouais. Parfait, d'accord. Vous êtes capable de généraliser. Quel est le plus grand nombre à n chiffres qu'on peut écrire en base 10? 9 fois n-1? Non. Non mais arrêtez. Ouais. Exactement, merci. D'accord. Donc, dans une base B, le plus grand nombre à n chiffres est B puissance P moins 1. D'accord, autrement
dit, le plus grand nombre à 4 chiffres, c'est 10 puissance 4 moins 1 en base 10. D'accord? Le plus grand nombre à 7 chiffres en base 10, c'est 10 puissance 7 moins 1. Et d'ailleurs, le plus petit nombre à p chiffres... Non mais c'est trivial là. Si le plus grand nombre pourquoi j'ai mis un p déjà? Si le plus grand nombre à n chiffres, c'est b puissance n moins 1, d'accord? On va le faire autrement. Quel est le plus petit nombre à n plus 1 chiffre? Oui, c'est b puissance n, c'est le suivant. On est d'accord? C'est d'accord que le plus petit nombre à 4 chiffres, c'est combien en base 10? Non, le plus petit nombre à 4 chiffres, c'est 1000. C'est donc 10 puissance 3. Oui. Alors, alors dans l'autre sens, plus exactement, mais ça va être systématiquement le cas. Le plus petit nombre à n chiffres est b puissance n-1, d'accord? Et il s'écrit toujours 1 avec bn0, quelle que soit la base. Ouais. Est-ce que c'est b puissance n-1? On est d'accord que 100 c'est 10 puissance 2, il y a 2 zéros. C'est ce que je raconte là. Ah oui, pardon, donc n-1 0, pardon. Autant pour moi. Non, oui, c'est b puissance n-. Le binombre à n chiffre, c'est ça, c'est n-1 0, pardon, effectivement, tout à fait. Je me suis emmêlé les pieds moi-même, je te remercie bien. On est au clair là-dessus? Ça dépend où je mets le plus encore. n-1 0, on est au clair? C'est bon? Pardon. Fun fact pour celles et ceux qui aiment bien, le plus grand nombre, les deux nombres, pardon, de part et d'autre de ce nombre-là sont forcément des palindromes. Voilà. Quelle que soit la base. Ça veut dire que 101 et 99 sont des palindromes, par exemple. Tu prends 10 puissance n de chaque côté, c'est des palindromes. Tout simplement parce que tu rajoutes forcément 1 d'un côté et tu utilises forcément le chiffre le plus grand de l'autre côté. Alors, petite remarque, en base 10, c'est compliqué. D'accord? Et il y a des spécifiques. Donc, on va appliquer ça à la base 2 pour comprendre un peu les diverses choses déjà. En base 2, on a combien de symboles? 2 symboles, d'accord? Donc on utilise 0 et 1. D'accord? 2 puissance n, quoi qu'il arrive, va s'écrire comme 1. Non, là c'est n, puisque c'est la question que j'ai avec Liam tout à l'heure. Voilà. Suivi de n0. Autrement dit, 2 puissance 1, ça s'écrit. Alors, petite remarque, quand vous écrivez ça, pour ne pas confondre avec la base 10, on rajoute ici un petit 2 pour dire que c'est en base 2. D'accord? 2 puissance n est un nombre, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais ça, c'est son écriture en base 2. On est d'accord là-dessus? Ce qui vous raconte un certain nombre de choses. Bonjour. J'ai un papier pour Paul, enfin. Ce qui vous raconte donc que 1, ça vaut quoi? Oui. Ça vaut 2 puissance. Alors, non. Pardon. Ça, c'est la base 10, ça, c'est la base 2. D'accord? 0. Donc, c'est bien 1. Quoi qu'il arrive. De toute façon, dans toutes les bases, 1 se représente comme 1, puisque ça vaut toujours b puissance 0, quoi qu'il arrive. 2 se représente comme 1, 0. Alors, on ne dit jamais 10, on dit 1, 0, parce que c'est pas 10, justement. D'accord? 4. D'accord? Ensuite, 8. 1, 2, 3, 0. 16.
1, 2, 3, 4 en base 2, etc. etc. D'accord? Vous êtes censé connaître vos puissances de 2 jusqu'à 1024 par cœur. Et en partie, quand je dis par cœur, c'est pas la suite. C'est si je vous dis combien vaut 2 puissance 7, vous allez me le donner. C'est combien de puissance 7? Non, 128, exactement. Et en particulier, les deux pivots qui sont les plus importants, 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est 256, ça vous gravez dans le crâne. D'accord? Et 2 puissance 10, c'est 1024. Ça, c'est aussi les deux les plus importantes. D'accord? Donc vous avez le droit de retrouver 2 puissance 9 si jamais vous avez un petit trou de mémoire entre les deux. Mais 256 et 1024, c'est les deux plus importantes pour des raisons qu'on va voir après. On est au clair sur la base 2? Voilà. Un truc qui est intéressant avec la base 2, c'est que comme vous avez que des 0 et des 1, quand vous écrivez la décomposition en puissance, vous avez un truc assez rigolo. Je vais vous montrer comment on fait une conversion très très vite. D'accord? Donc, le programme spécifie explicitement que le but du jeu n'est pas que vous deveniez des pros de la conversion de décimales en binaire. D'accord? C'est pas le but. Par contre, il faut quand même que je vous montre comment ça fonctionne. Oui. Toutes les puissances de 2 jusqu'à 10. Mais donc, tu es censé déjà, tu es censé savoir les calculer de tête. D'accord? Voilà. Jusqu'à 1024, c'est pas la mort. D'accord? Voilà. Et donc, c'est terminé. Maintenant, tu les calcules de tête, donc tu les retiens. Donc non, je ne les note pas. Je ne fais pas un catalogue de puissance de 2. Exemple de conversion. Donnez-moi un nombre entre un truc pas trop chiant. Je sais pas. Entre 0 et 255. Ouais. 255, bon alors là. 255 étant le plus grand nombre à 8 chiffres, si tu veux, il n'y a que des 1. On a 48. 48. Non mais on est d'accord que 255 c'est ça, puisque c'est forcément 1 à 1, c'est le plus haut chiffre. Répétez une fois, 256, moins 1. Oui. De la même façon que 99, c'est le plus grand nombre à 2 chiffres et tu mets que des 9. En base 2, comme il n'y a que des 0 et des 1, tu mets le plus grand chiffre n fois. Du coup, le nombre d'éléments qu'on a, c'est le nombre de la base. Non, mais il y a un théorème là, que je viens d'effacer. Le plus grand nombre à n chiffres, c'est bn-1. Et le plus grand nombre à n chiffres, c'est comme 99, quoi. On va essayer de comprendre. Ah bah, ok, on va essayer. Ok, bah, bon, je reprends alors, parce que c'est pas clair. 255. 255, c'est le plus grand nombre à n chiffres que vous pouvez représenter. D'accord? Donc, tout simplement parce que c'est 256 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 8 moins 1, parce que vous connaissez par cœur vos puissances de 2. Moi, je sais que dans n'importe quelle base, pour créer le plus grand nombre à n chiffres, bah, c'est pas très compliqué. En fait, comme c'est une somme de 1 nombre fois 10 fois b puissance quelque chose, en fait, c'est simplement que je mette le chiffre le plus grand sur tous les termes. Donc ça, ce que ça vous raconte, c'est que 255, vu que c'est le plus grand, c'est probablement égal à 1 fois 10 puissance 7, plus 1 fois 10 puissance 6, plus 1 fois 10 puissance 5, plus 1 fois 10 puissance 4, plus 1 fois 10 puissance 3, plus 1 fois 10 puissance 2, je vais y arriver, puissance 1, plus 1 fois 10 puissance 0. Cette décomposition-là, oui. Non, c'est des 1. Ah, pardon, oui. Pardon, des 2 là. Coincé avec ma base 10 dans ces histoires. Voilà. On est d'accord? Cette décomposition-là, c'est la décomposition unique d'un nombre en base 2. Donc tout ce que ça vous raconte, c'est les chiffres qu'elle a. On est d'accord que c'est la façon la plus grande de faire ça. Si je change n'importe quel de ces chiffres, je le transforme en 0 et j'aurai un résultat qui est plus petit. On est d'accord? C'est la même chose avec des 9. Si vous voulez prendre le nombre maximum, vous prenez le maximum d'unités, 9, le maximum de dizaines, 9, le maximum de centaines, 9, et vous additionner ça comme des brutes. On est d'accord? Voilà. Donc là, effectivement, vous allez lire littéralement ce qu'il y a devant. Et ce qui est sympa avec la base 2, c'est que c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est est-ce que le chiffre il est présent ou est-ce qu'il est absent. Attendez, est-ce que la puissance de 2 elle est présente ou est-ce qu'elle est absente. Alors petite remarque quand même, si vous lisez ça droit dans les yeux, vous voyez que ça s'écrit comme la somme de k égale 0 à 7 et 2 puissance k. Qui est une magnifique suite géométrique. Deux premiers termes. 1. Deux raisons. 2. Et deux nombres de termes. On est d'accord là-dessus? Et vous voyez que cette formule compliquée, il se passe un truc super sympa. C'est que 2 moins 1, vous la connaissez dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Les deux, d'accord.
Voilà. Et on est d'accord que ça fait 2 puissance 8 moins 1. Par somme de trucs géométriques. On est d'accord là-dessus? Voilà. Ça, c'est assez rigolo, parce que le 1 moins 2 en bas, justement, c'est la seule suite où il n'y a pas de problème de point de vue fractionnaire. Donc, à partir du moment où on a vu ce truc-là, on peut reprendre donc la proposition de Samy. 48. C'était ça ta proposition? Alors 48, en fait, la meilleure façon de convertir en base 2, c'est relativement simple, c'est vous regardez en fait qu'il y a la puissance de 2 immédiatement inférieure à ce truc-là. En l'occurrence, c'est 32, d'accord? Donc, je vais d'abord l'écrire comme ça, et puis ensuite on convertira ensuite. Donc 32, et c'est 32 plus combien? 16, effectivement. D'accord? Et donc effectivement, c'est terminé, puisque 16 est une puissance de 2, donc ce truc-là, vous faites tout simplement 2 puissance 5, plus 2 puissance 4. D'accord? Donc 48 s'écrit de la façon suivante. J'ai pas de chiffre des unités. Enfin, des unités, ça marche. J'ai pas de chiffre des 2n, si vous préférez, d'accord? Donc grosso modo, j'ai pas la puissance 0, j'ai pas la puissance 1, j'ai pas la puissance 2, j'ai pas la puissance 3, j'ai la puissance 4, j'ai la puissance 5, terminé en bas. Voilà, c'est fini. Oui. Similaire dans la multiplication de Gibson. Bah en fait, la multiplication de Gibson, c'est juste un calcul en base 2. C'est littéralement ça. Mais littéralement à un point assez inimaginable, quand même, globalement. Voilà. Oui. On met des 1 ou des barres? Comment ça, des barres? Oh, c'est comme vous voulez, ça. C'est des 1 en vrai, mais j'ai tendance à faire mes 1 comme des barres, donc un peu partout, et j'ai tendance à changer de sauce au fur et à mesure. Donc, voilà. Mais, donc, ouais, Simon. Est-ce que numériquement, c'est bien d'utiliser d'autres bases que la base 2 et 10? Ouais, la base 16, c'est très pratique. Donc c'est des 10 indices. Après, les gars, l'hexadécimal, c'est pratique. Parce que, en fait, un des énormes problèmes des bases, c'est que, enfin, des problèmes. Plus une base, plus B est élevé, plus tes nombres sont compacts. Au contraire, plus B est faible, plus tes nombres sont grands. D'accord? En base 2, c'est épouvantable. Enfin, tu vois que ça prend de la place considérable. Camille? Toujours des éléments avec 8. Non, là j'ai pris 8 parce que. Pourquoi j'ai pris. Mais pas 8 là? Non, non, j'ai 6 là. Pour l'instant, je fais pas les octets. Oui? Justement, parce que la 65, c'est le maximum. C'est maximum que c'est vraiment que en 8 bits. Ah, c'est le plus grand nombre. J'ai dit c'est le plus grand nombre à 8 chiffres qu'on puisse écrire. Non, sinon, on est d'accord là-dessus? Oui. Le plus grand nombre à 8 chiffres. En base 2. Sinon, voilà. On est au clair sur comment ça fonctionne une conversion. Je ne vais pas y passer des siècles, c'est ça l'idée. Donc tout ceci pour vous parler globalement des bases, d'accord, et de la façon dont ça se manipule. Alors une fois qu'on a raconté ça, en fait, le paragraphe entier, lui, ne sert à rien, en partie son titre, hein, puisque ce qui nous intéresse, c'est comment on va représenter les nombres, on va essayer de comprendre ce qui se passe, d'accord. Donc en fait, la représentation d'un nombre, d'accord, positif, standard, non signé, c'est tout simplement sa conversion en base 2. D'accord? Voilà. À partir de ce moment-là, la représentation d'un nombre non signé est sa conversion en base 2. Ça, c'est le principe de la représentation des entiers non signés. Dans n'importe quel entier, vous pouvez le convertir en base 2. Et donc, a priori, vous pouvez représenter n'importe quel entier par sa conversion en base 2. Oui. Et pourquoi du coup on n'utiliserait pas autre chose que la base 2 pour gagner de la place? Mais parce que la physique du problème t'impose des systèmes à 2 états. Ah, ouvert ou pas? Ouvert ou pas. Ce serait pas chiant. C'est chiant. Incroyable. C'est super chiant en fait, en vrai. C'est super chiant. Le système à 4 états, c'est horrible à lire, c'est horrible à différencier, sur plein de choses. T'as aucun gain, globalement. Et une horreur technique absolue. Ouvert, fermé, propre. Je vais te faire une analogie. T'es d'accord qu'il y a des fois dans ton frigo, tu prends des grands plats, mais des fois tu prends des petites bouteilles ou des trucs, tu vois.
Est-ce que tu penses que pour des questions d'économie, c'est plus intéressant d'inventer un frigo à 4 portes possibles, en fonction de l'objet que tu vas prendre? Ou qu'en fait, en vrai, non, je parle pour le même compartiment, d'accord? Ou qu'en fait, en vrai, tu utilises toujours la même porte et puis il se fait chier parce que le gain technique que tu as en faisant juste une porte qui s'ouvre et qui se ferme, c'est plus intelligent que le gain énergétique que tu vas avoir à terme pour essayer de te dire, attends, là, donc voilà, c'est toujours la même chose. À un moment donné, ouvrir, fermer, c'est bien. Effectivement, si tu as un chat chez toi, tu as une porte à 3 états. Ouvert, fermé, ouvert pour le chat. Voilà. Comme le chat est à la fois vivant et mort parce qu'il est dans la porte, ça fait beaucoup trop d'états, mais c'est pas grave. Il ne faut pas avoir acheté de chat quantique, c'est toujours compliqué. On est au clair là-dessus? Alors, comme ça a l'air simple, mais ça l'est pas tout à fait. Tout simplement parce qu'en fait, l'espace alloué... Oh, s'il vous plaît, là. L'espace alloué au stockage des données, il est prédéfini. En gros, quand vous dites je vais stocker un nombre, vous dites je vais le stocker sur un espace mémoire comme ça. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Tout simplement parce que quand vous stockez une donnée sur un disque dur, vous avez bien sûr plein de 0 et de 1, mais si vous la lisez de façon brute, vous ne savez pas ce que c'est. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, quand vous stockez une donnée sur un disque dur, vous devez en plus stocker l'adresse, l'endroit où elle commence et sa taille. C'est une condition sine qua non pour pouvoir la lire. C'est-à-dire que vous allez dire à une machine, tu vas à tel endroit, tu lis l'intégralité des états, et tu t'arrêtes à tel endroit. Et ça, c'est la data. Donc, ce n'est pas une histoire uniquement de limitation de taille, c'est une histoire de compréhension de ce que c'est. Quand est-ce que votre machine s'arrête de lire? Vous avez déjà formaté une clé USB, pardon? D'accord, formaté, c'est-à-dire que toutes les données disparaissent. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va? C'est instantané, on est d'accord. Parce que vous ne supprimez pas les données. À aucun moment. Ce que vous supprimez, c'est la liste des adresses où commencent les données et la liste des tailles. Quand vous formatez une clé USB, vous n'effacez pas les maisons. Vous jetez le bottin. Vous jetez l'annuaire, juste. Et vous donnez l'autorisation à l'ordinateur de réécrire sur ces endroits-là. Si vous formatez une clé USB et vous la donnez à quelqu'un qui sait faire, l'intégralité de vos données est récupérable. Et lisible. D'accord? Les logiciels font ça très très bien. Par contre, vous avez une petite case en bas qui s'appelle formatage lent ou formatage complet ou formatage je sais pas quoi, qui là effectivement va prendre toute la clé USB et va tout mettre à zéro. Et ça prend vachement longtemps. Vous avez fait ce genre d'expérience. Vous avez un fichier dans un dossier. Vous voulez le placer dans un autre dossier. Si c'est dans le même disque dur, c'est instantané. Parce que la chose que vous faites, c'est changer. C'est même pire que ça. Vous ne changez même pas l'adresse du disque dur. Vous dites, en fait, ce truc-là, cette adresse physique dans le disque dur, vous lui donnez un autre nom. C'est juste un déménagement, en fait, globalement. D'accord? Si par contre, vous prenez ce fichier et vous voulez le déplacer dans un autre disque dur, sur un autre support, là, vous avez un problème de lecture-écriture. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, je vous écoute. Du coup, supprimer, c'est-à-dire c'est juste changer l'état de quelque chose. Supprimer les données, c'est tout remettre à zéro. C'est ça. Il y a toujours quelque chose, du coup. Enfin, ça dépend, ça s'appelle quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a de sens. Formatage, je me dis. Formatage, tu mets tout à zéro. C'est-à-dire que les données ont plus de sens. Bah, il n'y a que des zéros. Il y a des données qui ne veulent plus rien dire, plus exactement. Il y a toujours des données. Il n'y a pas d'état vide, c'est soit 0, soit 1. Du coup, ces données, Pas rien. Une donnée, elle n'a aucun sens a priori. C'est ce que j'ai dit première ligne. Ouais. si je supprime quelque chose sur mon ordinateur, il est vraiment supprimé. Si tu fais jeter dans la corbeille et vider la corbeille, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Il est toujours sur ton disque dur. Mais est-ce que j'ai quand même gagné de la place? Tu as gagné de la place, en fait, parce que la place, c'est pas ce qui te reste, c'est l'espace disponible en écriture. Tu dis juste, là, il y a toujours un truc par ailleurs, mais tu auras d'écrire dessus. C'est ça de la place. C'est uniquement ça. D'accord? Tu n'as pas supprimé le machin. C'est juste que tu auras de recouvrir les données par ça. Autrement dit, ici, je vais vous donner un exemple si vous avez fait un dessin. Prenez un dessin, par exemple, d'accord, mais je sais pas, moi quand j'étais petit, j'avais un truc qui s'appelait le télécran, c'était génial. On chac, et on faisait des dessins avec des petits boutons, on faisait chac, ça effaçait tout. D'accord? En gros, ou une ardoise. Prenez une ardoise, vous écrivez dessus, voilà. Donc, j'écris un machin là-dessus, d'accord? Quand je dis à un disque dur, supprime ça, la seule chose que je lui dis, c'est, tu as le droit d'effacer si tu veux. Mais j'ai pas effacé, il est toujours là. Sauf que le PC à un moment donné va faire, bon ok, j'ai besoin de ça, je dégage. Enfin, il efface pas d'ailleurs, il réécrit dessus. Très brutalement. Oui, Adam.
Si tu écris de façon partielle, il va rester un bout de ce qu'il y avait avant, qui n'a par ailleurs probablement plus aucune forme de sens, puisque si tu as perdu le début, tu n'as plus rien, globalement. Oui. Et donc c'est plus rapide de réécrire par la suite, parce que Non, c'est vrai que tu écris une nouvelle donnée, point barre. Justement, réécrire par la suite, si on a des 1, il faut que ça reste des Non, quel que soit, réécrire, c'est la même chose. Réécrire, c'est changer un 0 en 1 ou changer un 1 en 1. Et ça prend le même temps Ça prend exactement le même temps. Ouais, vous avez dit que ces données sont récupérables. complètement. Mais du coup, c'est-à-dire à force de supprimer, de réécrire sur plein d'autres choses. Là, tu récupères plus que dalle. Et à un moment donné, il n'y aura pas cette situation. Non, mais on réécrit pas par-dessus, on remplace. C'est des 0 et des 1. Et la base, c'est pas. Il y a quelle base? De base. Quelle chose de base? On réécrit sur quelque chose. On réécrit sur un disque dur, c'est le papier, ça. Ok, voilà un nombre. 0, 1, 1. Je dis, je l'efface. C'est un passé. Je dis, réécris dessus. 1, 0, 1. Il n'y a pas de truc de base, en fait. Il a disparu. Bah, il est réécrit, quoi. Il n'y a, pas, il y a pas d'endroit où c'est rémanent, je veux dire. C'est juste des cases, quoi. Donc tu changes la valeur. Oui. Quand on remplace, vous avez dit qu'il va rester les Oui. bouts. Est-ce que c'est les bouts à la fin des deux? C'est les bouts à la fin. Littéralement, ça s'écrit dans l'ordre. En fait, pas forcément, parce que l'ordinateur, parfois, peut dire, tiens, je vais me laisser une petite marge entre ces deux données au cas où c'est machin, donc il peut commencer à écrire au milieu, c'est très random, ce genre d'histoire. C'est pour ça qu'avant, on défragmentait les disques durs. Maintenant, on le fait plus, enfin, c'est fait en subroutine. Voilà, globalement. Oui. Ouais. Et ben, il écrit tous les 0 et les 1 correspondant au fil. Une donnée, ça correspond à quoi par rapport au film? C'est un moment. Alors, c'est l'intégralité des choses. Donc, chaque image est un pixel. Un pixel est sur 3 couleurs. Chaque couleur est représentée sur 8 bits. Donc, une image fait 256 fois 3. Enfin, un pixel fait ça. Une image fait le nombre de pixels. 24 images par seconde fois le nombre d'images en fil. Modulo une grosse compression. Pour éviter les conneries. Voilà. Oui, j'ai un cours à finir, les gens, là. Oui, Zachary. Il se passe quoi quand une donnée est corrompue? Il se passe qu'en général, tu as un bout de ta donnée, en général le début, qui ne correspond pas à ce qui est censé être lu. Et donc là, il y a un truc qui va pas. Ça peut être une erreur de secteur, littéralement, c'est-à-dire que tu as un truc qui n'est pas lisible. C'est ce qui se passe quand tu as un blue screen et que ça tombe sur un truc qui n'est pas contournable par Windows. Voilà. Et d'ailleurs, il te le dit, hein. Il dit, j'ai rencontré une erreur à l'adresse tant. Et l'adresse, c'est littéralement l'adresse physique du carré où ça a planté. Voilà. C'est bon? Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais vous allez sortir en retard, moi je m'en fous. Hein. Ouais. Enfin, après, c'est avec moi, donc voilà. Donc, le problème, c'est que le suivant. Donc, le problème est que structurellement, on stocke une donnée sur une taille prédéfinie. Donc, c'est un nombre de bits prédéfini, et ces mots-là portent un nom qui s'appelle des bytes. D'accord? Un ensemble de bits de taille donnée s'appelle un byte. Un byte de 8 bits est un octet. Un byte comme ça, avec un Y. Donc pour des raisons historiques, maintenant un byte ça désigne littéralement un octet parce que plus personne ne travaille avec des trucs qui sont pas en multiples de 8 globalement. D'accord? Mais par exemple si vous avez eu un jour des Game & Watch dans la main, un petit jeu Nintendo à 2 boutons là, voilà, ça travaille en 4 bits. Donc à l'époque le byte du Game & Watch c'est 4 bits. D'accord? C'est tout. Donc en gros ça c'est typiquement le mot mémoire, etc. etc. À partir de ce moment-là, on a un petit problème, c'est que vous ne pouvez donc pas représenter tous les entiers. Vous ne pouvez représenter, en fait, alors ça on va continuer, désolé je finis, parce que là il y a... Donc, le principe est le suivant, je vais aller un peu vite, de toute façon je travaille. Sur n bits, on ne peut représenter que combien de valeurs différentes? Effectivement que 2 puissance n valeurs.
différentes, d'accord, distinctes. Ça, c'est probablement le seul truc important à retenir. Sur n bits, c'est 2 puissance n valeurs différentes, parce que chaque bit a 2 états, donc un truc comme ça. Autrement dit, le plus grand nombre que vous pouvez représenter sur n bits, c'est tout simplement 2 puissance n moins 1. D'accord. Donc sur n bits, on ne peut représenter que l'ensemble 0 de puissance n moins 1. Et donc ça pose un problème assez sympathique. Je vais vous donner un exemple que vous allez tout de suite comprendre. Je reverrai ça dans le TD après, par ailleurs. Sur un octet, on ne peut représenter que quoi? 0 jusqu'à 255, d'accord? Et 255 plus 1 est égal à quoi? Raté. 255 plus 1 est égal à 0. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, puisqu'on va faire une addition en binaire. Parce qu'en fait, vous coupez. Donc de la même façon qu'en base 60, 59 plus 1, ça fait 0. D'accord? Donc l'idée est simple. Vous prenez votre représentation sur un octet comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceci est bien 255, on est d'accord? Voilà. Ça, c'est donc 255. Vous demandez à la machine de faire plus 1. Et là, bienvenue dans votre première addition en base binaire. 1 plus 1 égale 0, je retiens 1. 1 plus 1 égale 0, je retiens 1. Alors, faire plus 1 en binaire, c'est simplement passer tous les 1 en 0 jusqu'à ce que vous tombez sur un 0 qui devient 1 et vous vous arrêtez. D'accord? Etc., etc., d'accord? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous avez une retenue, mais qui dépasse votre représentation. Et cette retenue-là, vous l'oubliez. Donc, grosso modo, en fait, ça, c'est coupé. Ça s'appelle un dépassement de représentation. Oui, c'est bon. De la même façon que tu fais un produit standard. Ouais, ça marche. Ouais. Imaginons, je dois convertir à 259. Est-ce que je fais moins 256? Après, je fais... Alors, c'est exactement ça. Tu fais moins 256. Enfin, 6, 6, 6. 6 puisque 256 donne 0. Donc 259 sur un octet, c'est 3. Attention, c'est pas une conversion en base 2. 259 en base 2, ça fait 1, 7, 0, non, 6, 0, 1, 1. Parce que c'est bien 256 plus 3. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la conversion en base 2. Par contre, sur un octet, quand vous coupez, 259, c'est comme 3. Voilà, et ça s'arrête là. Donc, il ne faut pas confondre les deux. La représentation en base 2, c'est le mécanisme de conversion. La problématique informatique, c'est que vous ne pouvez pas représenter tout ce que vous voulez et que vous allez dépasser. Vous allez faire un dépassement quand vous allez trop loin. On est d'accord là-dessus? C'est pas plus compliqué que ça, par ailleurs. Souvenez-vous qu'effectivement, 59 plus 1, ça fait 0 en base 60. Je t'écoute, Denis. Ouais. Ça retourne à 0. Ça, c'est la règle générale. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Le nombre suivant, dans toute représentation, c'est un théorème important pour les nombres signés, le nombre qui suit le plus grand nombre est le plus petit. D'accord? Mais ça, vous le savez, c'est-à-dire que si vous êtes, encore une fois, si vous êtes en base 60, la suite de 59, c'est 0. Si vous êtes en base 7 pour les semaines, vous savez que la suite de dimanche, c'est lundi. On est d'accord que la suite de dimanche, c'est lundi, ça vous pose pas de problème, ça? C'est la suite du plus grand nombre, qui est dimanche en l'occurrence, et le plus petit, c'est lundi, quoi. Bon, si vous êtes anglais, c'est samedi, dimanche, mais c'est pas très grave. Ouais. Ça ressemble à une congruence à un point assez fort. En tout cas, le mode de calcul, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Sauf que c'est des congruences restrictives, c'est-à-dire que tu es obligé à l'arrivée que ton résultat soit en... Si tu relis ton résultat derrière, tu ne peux pas le dire, je l'interprète comme plein de trucs. Tu vas l'interpréter littéralement comme un truc qu'on prend entre 0 et 255. Point barre. Donc c'est une congruence
très, très brutal en fait. C'est pas genre, ah, on peut représenter plein de nombres comme ça. C'est non, tu en représentes un, et il y a plein de nombres qui vont se retrouver coincés avec cette valeur-là. Oui, Camille. Pardon? Et? C'est un et, tout simplement.